Salut et bienvenue pour ce nouveau résultat de sondage. Il semblerait que ma caméra aille mieux. Il semblerait donc, je prends le risque de m'enregistrer ici et pas directement devant mon ordinateur avec une webcam en espérant que ça ne floute pas. Croisons les doigts pour que ça n'arrive pas. En attendant, oui, on va parler des films Ghibli avec un invité. Salut tout le monde, salut Mayo, et merci de me permettre de t'accompagner pour cette notation de Ghibli. Merci beaucoup, Kael, pour ta participation et pour apporter un peu de connaissance davantage fournie que la mienne, parce que je ne suis pas un fin consommateur de Ghibli. Vraiment, hein, et Hugo non plus, c'est pour ça qu'il n'est pas là, c'est pas vraiment un grand spectateur de Ghibli non plus, il connaît juste Chihiro d'après ce qu'il m'a dit, donc il n'aurait pas eu grand chose à dire ce coup-ci, et oui, il s'excuse de ne pas pouvoir participer depuis pas mal de temps, il espère que ça se résorbera un de ces quatre et qu'il pourra être dans une de ses vidéos bilan, mais bon, on verra dans le futur. En tout cas, pour ma part, c'est une vidéo qui a été un peu ennuyeuse à préparer parce qu'il m'a fallu le temps de rattraper énormément de films pour une raison toute simple, je suis pas un fan de Ghibli. Et ce que ça surprendrait, c'est pas la première fois que je le dis, hein. J'ai été clair là-dessus à quelques reprises, que ce soit dans mon top 15 perso des meilleurs films animés non Disney, ou lorsque je suis un petit peu revenu sur le voyage de Chihiro à quelques reprises. Parce que c'est déjà arrivé, il y a des gens qui s'attendent, ah j'espère qu'il va dire du bien de Chihiro, qui est mon film préféré de tous les temps. Si vous avez suivi mes vidéos, vous devriez savoir que je vais pas en dire du bien, non. Clairement pas. Mais, au moins c'est une occasion pour mettre ça au clair de façon évidente pour les gens qui voudraient savoir mon avis sur les Ghibli. Vous avez une vidéo précise pour que je parle des films un par un. Il y en a certains sur lesquels je vais pas me pencher plus que ça parce que j'ai pas eu le temps de tous les voir. Je vais vous prévenir tout de suite, je vais en parler de ça. Mais voilà, ça va être l'occasion de parler un petit peu de films Ghibli en règle générale. Et oui, pour faire le truc global autour de ça, j'ai énormément de respect envers Ghibli pour ce que ça représente, pour ce qu'il apporte dans le monde de l'animation. J'avoue qu'il a apporté énormément, et je ne prends pas de haut une seule seconde les gens qui adorent ces films, clairement. Je vous fais juste part de mon ressenti, le ressenti de quelqu'un qui apprécie un film, surtout par rapport à son histoire et ses personnages. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ça aussi, et je le dis clairement, pour moi, la quasi-totalité des films Ghibli sont très doués pour mettre en place une certaine ambiance et une bonne illustration visuelle pour ça. Une fois qu'on va plus loin et qu'on se penche sur l'histoire et les personnages, même mes préférés, c'est loin d'être parmi la crème de la crème. On tombe jamais, pour moi, dans tous les films qui sont dans cette liste, dans une histoire ultra palpitante ou des moments de personnages marquants au point d'être parmi l'apothéose de ce qu'on peut faire, vraiment. Et je suis désolé de vous renvoyer ça, mais c'est pas la première fois que je le dis. Je mets ça au clair, c'est tout, et je ne veux pas trop perdre de temps. On va, avant de se pencher sur ces films, parler un petit peu de la règle que je me suis fixée pour les rattrapages que j'ai dû me faire, parce que j'ai dû me rattraper 14 films dans le lot. Voilà, j'en ai vu moins de la moitié, et quand je vois les résultats des votes, vous n'étiez pas si nombreux que ça à avoir vu une bonne partie de ces films non plus, mais bon, on en parlera de ça. Je trouvais que c'était un petit peu trop pour moi, et lorsque j'ai commencé à rattraper les deux premiers qui étaient Mon voisin Totoro et Porco Rosso, je me suis dit après ce coup, ok, je vais me fixer une règle. Je vais me mettre 30 minutes devant le film, que je connais pas. Si au bout de 30 minutes je me dis, est-ce que j'ai envie ou pas de continuer, et que je dis non, j'arrête. C'est-à-dire, est-ce qu'au bout de la première demi-heure, ça suffit à m'agripper d'une certaine façon? Et si c'est pas le cas, je veux dire que bon, ok, je lâche, je pourrais donner mes premières impressions, ce sera pas une note précise, ce sera pas un avis vraiment véridique du film, vu qu'il faut que je le vois en entier, nous sommes d'accord, mais voilà, au moins je donnerai mes premières impressions, ce que je peux faire. Parce que j'ai pas que ça à foutre de rattraper 14 films, dont la moitié me donnait pas ultra envie d'aller jusqu'au bout. Si c'est se forcer pour se forcer, je suis désolé, c'est pas la meilleure approche pour apprécier un film. Au tout début de ma chaîne, j'avais fait 2 vidéos dans lesquelles je revenais sur tous les films Ghibli que j'avais vus à l'époque,
donc à savoir tout sauf La Tortue Rouge, Le Tombeau des Lucioles et Aya et la Sorcière, qui n'étaient pas sortis. Je vais donc profiter de cette vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé des 3 que je n'avais pas vus. Je vais aussi en parler de 2 autres, parce que j'ai envie. Maintenant que c'est dit, on se lance dans la liste avec pour commencer le premier film du studio Ghibli qui n'est pas Nausicaa de la vallée du vent. Hein. Parce que bon, les gens qui arrêtent pas de dire Ghibli c'est trop génial, j'ai plutôt l'impression qu'ils veulent dire ah Hayao Miyazaki il est trop génial hein, quand je vois les résultats. Donc Nausicaa et même son tout premier film sur Lupin 3 ne sont pas dans cette catégorie, n'ont pas été produits par Ghibli. Et oui, pour donner rapidement mon avis sur Nausicaa, pour ceux qui voudraient, j'ai vu ce film et je m'en souviens à peine. Parce que oui, c'est un peu le truc que j'ai reproché à pas mal de ces films, c'est-à-dire que ça ne crée pas des histoires qui me marquent, tout simplement. Et Nausicaa, je me souviens du visuel, qui était sympathique, mais je me souviens à peine de la personnalité de l'héroïne, et je me souviens à peine de l'histoire, en fait. C'est un peu le truc. Hein, si ça me marque pas à ce point-là, c'est qu'il y a un truc qui clique pas, hein, à titre personnel. Donc que ce soit clair, et il y a quelques films qui seront comme ça dans cette liste. Bon, on commence avec le premier vrai film du studio, c'est-à-dire Le Château dans le ciel, dont j'ai fait une critique, et qui est peut-être mon préféré du studio, peut-être à égalité avec Le Château ambulant. Donc, oui, j'ai fait toute une critique là-dessus, je vous renvoie à ça. Ce qui me plaît là-dedans, c'est peut-être parce que c'est une des premières œuvres de Miyazaki et qu'on crée une relation amoureuse centrale qui marche, qui parvient à bien passer. Mais bon, est-ce que j'irais qualifier ça d'un des plus grands films de tous les temps? Pas tout à fait, hein. Cela dit, ouais, il est très efficace dans ce que ça veut raconter, ça parvient à faire ce que Ghibli sait bien faire la plupart du temps, c'est-à-dire poser une bonne ambiance visuelle. Ensuite, nous avons Mon voisin Totoro, le premier film que j'ai dû me rattraper, parce que je sais pas, le concept ne m'attirait pas plus que ça en fait. Et en toute sincérité, ouais, je me suis un petit peu forcé à aller jusqu'au bout au bout d'un moment. Hein. Non pas que c'était affreux, mais je veux dire clairement, ne pas accrocher, ne pas avoir envie de poursuivre un film, ça veut pas dire que la première demi-heure que j'ai regardée était affreuse. Ça veut juste dire qu'il manquait d'un petit truc pour m'agripper, pour me faire dire ah, ok, ça a l'air prenant, non. C'est un peu ça quoi. Parce que j'apprécie la relation entre les deux sœurs qu'on met en place, leur petit moment de complicité, c'est mignon, les petits disputes qu'elles ont alors qu'elles déménagent, tout ça, c'est mignonnet, ça casse pas des briques mais c'est mignonnet, mais après c'est comme le secret de Terabithia, j'ai envie de dire, quoi. C'est une fois qu'on se centre sur Totoro, je trouve ça sans intérêt. Vous vous forcez du fantasme dans une histoire qui n'en a pas vraiment besoin, et à part pour la créativité visuelle, là-dedans, je ne trouve pas ça intéressant du tout à suivre. Alors regardez, il y a ce truc magique qui leur arrive en même temps qu'elles ont leur histoire totalement courante et classique, normale, je veux dire, ok. Waouh, c'est le fantasme qu'on force sur la réalité pour moi, et je trouve pas ça intelligent dans l'écriture. Après, tant mieux si ça vous a émerveillé, moi ce genre de truc, ça me passe par-dessus la tête totalement, quoi. Il faut que ça ait un vrai rôle dans la narration, et je vois vraiment pas ce que ça apporte, vraiment pas. Tant plus que ouais, tout le monde n'arrête pas d'en faire des caisses sur Totoro, regardez la mascotte, la petite peluche qui suit Ghibli, je trouve pas que ce soit une créature si extraordinaire que ça visuellement. Je trouve qu'on peut faire plus créatif que ça personnellement, mais bon. Tant mieux si vous trouvez ça mignon, moi c'était un film correct en plus. Le tombeau des Lucioles. Eh bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, c'est un film que j'ose pas me revoir en fait, parce que c'est un film qui vous casse le cœur à la fin, vraiment, totalement. Et j'essaie un petit peu de me faire une idée sans trop dépendre de l'émotion ultra forte que ça renvoie à la fin. Et quand j'essaie de me remémorer en grande partie tout le déroulé avant à cette fin, c'est pas non plus ce que je qualifierais d'extraordinaire. Je veux dire, c'est des moments intéressants, de personnages qui appuient bien nos deux frères et sœurs, mais est-ce que j'irais qualifier ça d'un de grande écriture, de grands moments? Je sais pas trop, je trouve que ce serait un peu abusé. Je pense que c'est super efficace pour appuyer cette relation et la situation de fin de guerre mondiale qui est mise en place, surtout du point de vue de ceux qui vivent au Japon, c'est-à-dire qui sont loin du conflit, mais qu'ils subissent quand même. Je trouve ça très intéressant. Mais ouais, je trouve pas qu'il y ait des développements extraordinaires et que de temps en temps, oui, on force un petit peu la situation à aller mal pour nos personnages principaux, alors qu'ils ont des occasions de mieux s'en sortir en fait.
Je pense que ça aurait pu être un peu plus percutant dans la façon d'amener la chose. Mais oui, la fin reste arrache-cœur à un certain niveau, hein, pour ceux qui savent pas ce qui se passe. Et ouais, quoi, ça reste un témoignage assez fort sur ce que peuvent vivre les gens qui subissent la guerre de chez eux. Donc oui, ça reste un film fort, pas parmi les meilleurs des meilleurs pour moi, mais un très bon film quand même. Le Tombeau des Lucioles est le dernier des films Ghibli que j'ai vu. Parce que j'avais peur de le voir et d'être dans un bad mood. On m'avait dit que ce film cassait le moral. C'est un peu vrai. Mais je trouve la mise en scène et l'histoire tellement magnifique que ça aide un peu quand même. Certes, tu ne ressors pas de ce film en disant « Ah, l'humanité, c'est génial !» Mais tu passes vraiment un bon moment. Kiki la petite sorcière, c'est un film mignon. Alors, je pense que c'est peut-être un cas particulier où ça arrive à poser quelque chose de très normal, très ancré dans un contexte qui n'essaye pas de faire du grandiloquent sans que ce soit trop chiant en fait. Parce que bon, j'irai clairement pas dire que c'est un film sensationnel, mais ça s'est posé son ambiance en fait, avec cette sorcière qui se pose dans un village, qui se fait ses petits trucs. Bon, à la fin on essaie de créer un tout petit peu de suspense et d'action, mais globalement le cœur de ce film c'est vraiment cette sorcière qui vit dans ce village, qui fait son beurre, qui rencontre des gens, à la Amélie Poulain en un peu mieux fait. Voilà, c'est Amélie Poulain en mieux fait. Kiki la petite sorcière. Si je devais résumer ça vite. Voilà, c'est mignonnet, j'ai pas énormément de choses à développer là-dessus, ça passe bien. Alors ensuite, Souvenir goutte à goutte, un de ces films sur lesquels je suis resté que 30 minutes, parce que c'est pas que c'était mauvais. D'ailleurs, je trouve que limite c'est un petit peu méchant de ce que j'ai vu, le peu de votes qu'il y a et la note assez basse que vous y mettez. Alors peut-être que ça s'arrange pas après la première demi-heure, mais voilà, la première demi-heure est mignonnette. On suit cette femme âgée qui se remémore son passé lorsqu'elle était enfant, et ouais, les personnages sont suffisamment bien rendus pour avoir de la personnalité. Mais ouais, les événements que ça raconte, c'est juste « Oh, regardez, on se partage une pastèque, ma famille m'aime pas trop, mais moi si. Ah, j'ai envie de m'amuser, on m'amène un petit peu en vacances dans des bains, et ça me plaît une minute, et puis on passe à autre chose. C'est bien, ça raconte pas grand-chose dans la première demi-heure, et je trouve sincèrement que pour m'agripper, il faut faire un peu plus que ça. Il faut aller un peu plus vite dans ce que ça veut raconter, dans là où ça veut aller, et peut-être que si j'avais été d'une meilleure humeur, ou si j'avais eu pas autre chose à faire à côté, j'aurais pu prendre le temps d'aller jusqu'au bout, mais ça traîne trop à en venir au fait, si ça vient à un fait au passage. Donc c'était pas suffisamment agrippant dans son approche de départ pour me donner envie d'aller jusqu'au bout. Ensuite, allez, ça va être un gros morceau ça. Porco Rosso. J'aime pas. Voilà, je dis clairement j'aime pas. J'ai vu pas mal de critiques dire « Ah, c'est un film mésestimé de Ghibli, il y a énormément de choses à dire. » Je ne m'attendais pas à grand chose parce que tout le monde arrête pas d'en faire des caisses sur Miyazaki. Chaque film de Miyazaki est censé être un pur chef-d'œuvre où il y a quasiment rien à redire. Et je trouve qu'on a tendance à exagérer totalement le trait. Mais je m'attendais pas à ce que ça me déplaise à ce point. Je m'attendais à un film aller correct, voire pas mal, mais je m'attendais pas à ce que ça me déplaise à ce point parce que, punaise, en dehors de la relation centrale qui sauve un peu les meubles entre Porco Rosso et l'adolescente qu'il rencontre vers la moitié du film, en dehors de cette relation qui est un peu sympathique, qui offre de bons dialogues, en dehors de ça, c'est un univers mal branlé où on part dans des délires qui sont pas super bien expliqués. Hein. Rien que l'intro, quoi, c'est des pirates de l'air qui kidnappent des écolières, des petites écolières qui ont quoi, 4-5 ans. Et c'est traité à la blague, presque. C'est traité comme si c'était un truc tout mimi comme ça, quoi. Regardez ces pirates de l'air qui veulent capturer des filles parce que apparemment l'argent n'a plus tant de valeur que ça et
Changer des petites filles pour je sais pas quoi, ça rapporte quelque chose. On ne va jamais dans le détail là-dessus, quoi. C'est un délire de début qu'on ne développera pas plus. Et les filles, elles sont trop contentes. Ah, génial, on est capturé par des pirates. Tout le monde prend ça à la rigolade. Du début à la fin, c'est cette première impression tout de suite. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Est-ce que c'est une grosse parodie que je regarde? Seulement, ça essaye d'avoir des moments sérieux, ça essaye de faire cette espèce d'ambiance un peu film noir, de trois moments, et je me dis, ok, pourquoi vous partez sur un délire comme ça? Et s'il n'y a pas que ça, vous mettez en place le lore de votre univers de façon un peu à la va comme je te pousse. Le fait que Porco Rosso soit transformé en cochon, c'est un espèce de délire que vous essayez de justifier par une espèce de malédiction qui s'est tapée. Vous n'allez pas plus dans le détail là-dessus et vous réglez pas ça d'une quelconque façon au passage. Oui, ok, ça a apporté quoi en fait? À part un petit délire visuel en plus. Regardez, c'est un cochon maintenant. Oh, ok. Le conflit principal, c'est entre Porco Rosso et cet autre aviateur qui a décidé de jouer à qui est la plus grosse avec lui en fait. Puisque c'est ça, hein. Regardez, je veux prouver que je suis le meilleur en battant Porco Rosso, et le but de Porco Rosso, après s'être fait battre rapidement en l'espace de 30 secondes, parce que ouais, c'était une grande confrontation, ça, il se dit, ok, mon but c'est d'avoir ma revanche. C'est ça, quoi, c'est le concours de qui pisse le plus loin, c'est ça le conflit principal. Tout en mettant en toile de fond un espèce de dictature qui s'est forgée au fur et à mesure des années, ce qui fait que Porco Rosso ne fait plus partie de l'armée. Mais c'est vraiment un truc qu'on balance comme ça, quoi. Ah, je vous supplie parce que vous êtes une dictature maintenant. Et après on passe à autre chose, durant la grande majorité du film, pour dire à la fin, au fait, vous vous souvenez, il y a une dictature quand même. Et ça justifie pourquoi Porco Rosso et l'autre type finissent par être potes à la fin, alors que ce type n'hésitait pas à vouloir buter des gens, lui, mais non, maintenant on est potes, tout ça. C'est n'importe quoi. Il y a tellement de trucs qui sont n'importe quoi dans le déroulé de l'histoire qui rendent ce film complètement ridicule dans son récit, pour moi. Et qu'on lui donne autant d'importance, je trouve ça abusé totalement. Je sais que je vais me faire détester en disant ça, mais punaise, ça fait partie des films les plus surcotés de Ghibli pour moi, hein, c'est sûr. Voilà, alors envoyez vos messages de haine, on passe à la suite, je peux entendre l'océan. Assez étonnamment, il y a eu un peu plus de votes que Souvenir goutte à goutte, parce qu'il me semble que c'est le même réalisateur, et surtout c'est la même base en fait. C'est quelqu'un qui se souvient de son passé, alors qu'il était, je sais plus, collégien ou lycéen. Ça m'a tellement peu marqué. Autant Souvenir goutte à goutte, il y avait des moments de personnages qui marchaient un petit peu, mais là c'est la même chose en beaucoup plus fade en fait. Ça m'a pas du tout marqué la première demi-heure et j'ai fini par lâcher assez facilement, donc j'ai pas grand chose à dire. Dites-vous que c'est Souvenir goutte à goutte, mais avec beaucoup moins de personnalité pour moi. Pom Poko est mon film préféré des studios Ghibli. Je lui ai pas donné la meilleure note parce qu'il a des défauts, et je peux très bien comprendre qu'il ait des notes très basses, mais je l'apprécie vraiment. C'est une sorte de petit film juste à vocation comique, et ça me plaît, ça m'a vraiment touché lorsque je l'ai vu en période de confinement. C'est peut-être pour ça. Là aussi, j'ai pas pu tenir plus de 30 minutes. Je vous cache pas que je m'attendais pas à grand chose de ce film-là, hein, quand j'ai vu l'approche et tout. Même si, lorsque j'ai commencé ce film, il y avait une base qui était très intéressante et qui peut être très intéressante, bien traitée. C'est le fait qu'on a des tanuki, ce me semble, hein, des créatures un petit peu magiques, qui se voient un petit peu restreints dans un coin de leur forêt parce qu'il y a les humains qui créent une ville à côté et donc, bien entendu, l'industrialisation qui fout en l'air la nature. Basique, hein, c'est un thème que Ghibli adore pointer, ça. Il y a donc, ce message un peu intéressant où ce sont de tanuki qui veulent se venger des humains en essayant de foutre en l'air leur projet. Il y a quelque chose qui pourrait être très intéressant, mais on traite tout ça à la grosse blague potache. Avec déjà des créatures centrales qui sont moches, pour moi, mais vraiment moches. Je trouve sincèrement qu'en termes de design, vous auriez pu faire beaucoup mieux que ça, mais si vous devez partir sur le gag, et vraiment c'est de la blague potage, pas particulièrement drôle. Le truc qui m'a totalement fait décrocher, c'est lorsqu'à un moment donné, les tanuki, leur truc, c'est de se transformer. Ah, donc il y a toute une session de cours pour ça. Et à un moment donné, il y a un tanuki qui apprend aux mecs qui peuvent faire des tapis de poils avec leurs couilles. Regardez, mes baloches, elles peuvent faire un gros tapis de poils, vous voyez, c'est... Ok, et je me suis dit, très bien, pas pour moi.
Pas pour moi, hein, donc j'ai un petit peu suivi. Une fois de plus, la base est intéressante parce qu'on a ces Tanuki qui veulent se venger un peu des humains et on peut mettre en place une situation très grise où ils ont raison de faire ça, mais ils vont quand même loin puisqu'ils tuent des humains, hein. On le voit au début, ça les dérange pas d'avoir tué des humains, mais on traite tout ça à la grosse rigolade. Et tout ce qui pourrait être intéressant en termes de développement de personnages, pour l'instant dans la première demi-heure, est totalement sans intérêt puisque on n'appuie absolument rien, quoi. C'est juste tout un tout et des blagues. Il n'y a aucun personnage qui se démarque un tant soit peu par ses ambitions, par sa grande personnalité ou quoi que ce soit. Il y a un moment donné, au tout début, je me suis dit, il y a peut-être un espoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dirait, oh, j'aime beaucoup ce monde des humains en y entrant, puisqu'il y a quelqu'un qui a plus de facilité, qui était plus fasciné par ça, et qui se dirait, ok, peut-être qu'au bout du compte, je veux être avec ces humains. Mais très vite, c'est tué dans l'œuf et on se centre plus sur ce gars-là. Donc, non, au bout du compte, non. Ou peut-être que ce sera repris par la suite. Mais une fois de plus, la première demi-heure m'a rien renvoyé. Et je vous cache pas que ouais, cette approche très gaguesque, c'est pas mon truc. Voilà. Une fois de plus, je vais pas juger le film entièrement, mais la première demi-heure donne pas envie du tout. Après, nous avons Si tu tends l'oreille, Country Road, take me home to the place I belong. C'est un petit délire de ce film que j'aime bien. Il est pas mal. Le problème que j'ai avec ça, c'est une fois de plus, et je pense que je vais me pencher sur ce truc-là, parce que c'est présent dans beaucoup de films, une approche de Ghibli, la plupart du temps, c'est de laisser le temps de s'imprégner de l'univers au début. Et ça peut être très intéressant quand votre univers est particulier, quand votre univers est un petit peu spécifique et qui a besoin d'entrer dedans. Mais quand votre univers, comme dans Si tu tends l'oreille ou Souvenir goutte à goutte, c'est juste notre monde moderne, à peu de choses près, à quelques décennies près, et des gens normaux qui y vivent, vous n'êtes pas obligé de prendre du temps pour nous montrer que ça, quoi. Je vous cache pas que c'est vite un peu chiant de voir cette espèce d'animation, très belle animation, hein. Tous les films Ghibli, à quelques détails près, je reviendrai là-dessus dans pas longtemps d'ailleurs, presque tous les films Ghibli ont cette très belle animation qui vaut le détour, mais pourquoi la gâcher sur de la mise en place, sur un univers aussi quelconque entre guillemets, sur autant de temps? Vous n'êtes pas obligé de passer autant de temps à montrer ces immeubles, cette fille qui découvre différents coins de rue, tout ça, je veux dire, en quoi c'est palpitant de voir ça et en quoi ça m'aide énormément à m'imprégner dans l'univers que je connais déjà de base. Oui, certes, je connais pas le Japon en détail, mais oui, je sais comment marchent les rues, je sais comment marchent les bâtiments, les gens qui vivent dedans, quoi, la plupart du temps. Ce genre de truc est un petit peu ennuyeux, quoi. Il faut se forcer à entrer dedans pour que la relation principale entre notre héroïne et ce gars qu'elle a du mal à apprécier au début commence à se mettre en place. Une fois qu'elle se met en place, c'est mignon, ça passe bien, mais il faut le temps que ça vienne. Et je vous cache pas que si j'avais découvert ce film comme la plupart de cette liste sur le coup, quoi, avant de commencer cette vidéo, je pense que je ne serais pas allé plus loin que la première demi-heure à cause de ça. Mais étant donné que j'ai vu ce film il y a un certain temps, je peux en parler en détail. J'aime bien la relation centrale qui se met en place, le petit débat sur les paroles de chansons qu'on doit remanier, tout ça, tout ça. Et il y a des moments suffisamment mignons entre notre couple principal pour que ça vaille quelque chose de bien, mais je sais pas, on passe trop de temps, ça s'étire trop. C'est un film qui aurait mérité d'être plus court pour moi. Après, nous avons Princesse Mononoke. Je sais que les gens adorent ça. Je ne déteste pas, je trouve que c'est pas mal, mais je trouve que c'est un petit peu surestimé quand même. Les plus grands films de tous les temps, un chef-d'œuvre incontestable. Ok. C'est pas mal. Le message, il est bateau, hein, c'est regardez la folie des hommes qui détruit la nature. Déjà vu des tas de fois. C'est pas parce que c'est déjà vu des tas de fois que c'est mauvais en soi, mais je trouve pas que le conflit qu'on met en place soit particulièrement subtil ou ultra intéressant à suivre. Et oui, notre héroïne centrale, Mononoke, elle a une bonne présence visuelle, quoi. On sent qu'elle a cette espèce de volonté, mais en dehors de ça, elle n'a pas non plus une personnalité extraordinairement marquante pour moi.
Voilà, c'est la femme forte typique qui est à fond dans ce qu'elle veut protéger, mais je trouve pas qu'elle soit si marquante que ça. L'espèce de mec qui essaye de la suivre un petit peu à un moment donné, qui au début est attiré par elle parce qu'elle est belle, et c'est pas moi qui invente ça, quoi. C'est une des rares répliques que j'ai retenues de ce film, parce que je l'ai vu il y a un certain temps, et oui, une fois de plus, il y a beaucoup de détails qui m'échappent, au bout du compte, qui me sont pas du tout restés dans la tête. L'une des seules répliques qui m'est restée en tête, et je suis désolé si c'est méchamment sélectif, c'est « Je ne pouvais pas la laisser te tuer, tu es tellement belle ». La première chose qui l'attire chez elle, c'est qu'elle est bonne. C'est ça, hein, c'est le début de son intérêt pour elle, en fait. C'est bien. Après, c'est peut-être la VF qui a mal interprété les paroles japonaises, hein, n'hésitez pas à me reprendre là-dessus, mais ce genre de choses n'aide pas, pour moi, à cimenter des relations fortes ou des personnages ultra marquants. La situation mise en place à une certaine échelle qui est importante, et on joue très bien sur le visuel une fois de plus, la nature qui essaye de se défendre, cette espèce de guerre qui fout tout ça en l'air, c'est visuellement bien fichu, mais les personnages n'ont pas de grande personnalité vraiment impactante pour moi, et le récit, sans être mauvais, il casse pas des briques. Je trouve vraiment pas qu'il soit ultra complexe et ultra profond, le récit, et le message qu'on veut raconter par rapport à ça. Donc, ouais, c'était pas mal. Mais est-ce que c'est un des plus grands films de tous les temps? Je le trouve pas, personnellement. Vraiment pas. Voilà, hein. Donc, attendez-vous à me chier dessus à plusieurs reprises, parce que oui, je sais que ça fait partie des films que tout le monde adore. Je vais encore dire du mal de certains films adorés par beaucoup, hein, c'est pas terminé. Mais c'est pas pour dire non plus qu'il est mauvais, hein. Je peux voir qu'on puisse être pris dans l'ambiance visuelle, qui une fois de plus est très bien réussie. Après, alors là, celui-là, ça va être un Joker, Mes voisins Yamada. C'est le seul où je me suis dit, c'est pas la peine. Le style visuel me répugne, vraiment. C'est ce genre de choses qui me donne pas du tout envie de suivre ça. J'ai regardé 2 minutes, je sentais tout de suite l'ambiance gag à la pomme poco, mais limite en pire, et je me suis dit non, c'est pas la peine. C'est ce niveau de dessin là qui fait pas travailler du tout, esquisse, dégueulasse, qui marche pas du tout pour moi. Il y a une autre série animée japonaise, je me souviens plus du nom, que je trouve dégueulasse, qui me donne pas du tout envie parce que ça repose sur le même style visuel où on essaye de dire ah mais c'est stylisé. Non, 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 c'est juste que vous mettez pas autant d'efforts que des films qui essayent de rendre ça en détail. Tant mieux si ce genre d'approche graphique ne vous dérange pas, mais venez pas me dire que c'est un style recherché. Un style recherché, on ressent l'effort fait dans le dessin. Il n'y a pas d'effort fait dans le dessin. Je suis désolé, je pourrais faire des dessins de ce niveau-là. Avec des faces disproportionnées qui renvoient que dalle et qui... comme ça, non. C'est pas un style recherché, hein, pas du tout pour moi. Enfin bref, ouais, je ne me suis pas penché sur ce que ça raconte, ça a l'air d'être plus une tranche de vie familiale. Et... de toute façon, ça m'a pas attiré visuellement, donc je vais pas aller plus loin. Ensuite, nous avons le fameux voyage de Chihiro, qu'on n'arrête pas de me demander de traiter en Disney Philo. Tu pourrais donner ton avis là-dessus, alors que j'ai déjà donné mon avis là-dessus à quelques reprises, dans le top 15 des films que tout le monde adore sauf moi, dans une mise au point, et à chaque fois, j'ai toujours des personnes qui me demandent « Tu penses quoi du voyage de Chihiro? Il est trop génial !» Ben, je trouve pas. Voilà, au bout d'un moment, je l'ai pas non plus, étant 50 ans là-dessus, 50 fois, je ne trouve pas que le voyage de Chihiro soit génial. Là, je trouve que c'est un film moyen, qui a une très bonne ambiance visuelle, un univers très diversifié, très recherché, hein, vraiment d'un point de vue purement artistique, nickel, mais dans ce que ça raconte, je n'ai été pris par rien du tout. Le voyage de notre héroïne fait tellement forcer par moments à de nombreuses reprises, que ce soit le début ou durant les nombreux trucs qui lui tombent dessus. Les personnages, je me souviens d'aucun d'entre eux, d'aucun de leurs rapports, et l'histoire, j'ai vu ce film une fois et demie, j'ai énormément de peine à me voir à un seul moment pivot de l'histoire qui me marque un tant soit peu en fait. Alors que j'ai vu ce film-là pas une seule fois, comme je l'ai dit, j'ai essayé de le voir une deuxième. Je me souviens de rien, quoi. Ce film n'est pas marquant du tout dans son récit et ses personnages, à titre personnel. Et ouais, me pencher là-dessus, faire une critique en détail de cette chose-là, ça me gonflerait totalement. Totalement. Si vous adorez ça, si vous voyez une poésie énorme et profonde, tant mieux pour vous. Moi non, voilà. Hein. Je peux pas nier une seule seconde qu'il y a une recherche visuelle sublime.
je ne lui enlèverai jamais ça. Et c'est en grande partie pour ça que c'est pas un mauvais film, mais en dehors de ça, c'est pas marquant du tout pour moi. Et même un peu forcé sur les bords. Donc, désolé, voilà. Hein, un des plus grands films de tous les temps pour énormément de monde, pas pour moi. Voilà, ça c'est fait. Le royaume des chats. Ouais, j'aime bien. Il était pas mal celui-là. Ça fait partie de ces films que j'avais déjà vus avant et c'était sympathique cette relation entre cette fille qui se retrouve propulsée dans ce royaume magique avec ce chat qui est un petit peu dandy, qui a eu une bonne classe, j'aime bien ça, et qui est repris d'un design qu'on a vu dans Si tu tends l'oreille. Donc petite référence, hein, pour ceux qui voudraient se la péter, je l'ai vu, hein, moi aussi. Donc voilà, je suis trop génial, j'ai vu une référence entre les films Ghibli. Et ouais, c'était bien. C'était un bon moment de découverte d'univers, une aventure pas des plus marquantes, mais qui fait son petit effet, et une relation centrale entre nos deux héros principaux qui passait bien. J'aime bien. Pas un des meilleurs, mais j'aime bien. Ensuite, nous avons Le Château Ambulant, qui est donc mon premier ou deuxième film Ghibli préféré, et qui est le vôtre au passage. Je m'en ai tellement à ce que ce soit Princesse Mononoke qui gagne, mais de très peu, vous préférez Le Château Ambulant. On y reviendra dans les top 5 bilans. Le truc qui me plaît là-dessus, c'est évidemment la relation centrale et comment notre héroïne vit le changement qui lui tombe dessus. C'est une jeune fille qui se voit prise dans une malédiction parce qu'elle a eu l'audace d'être proche d'un magicien un petit peu célèbre, et à cause de ça, elle est vieille, mais elle peut un petit peu revenir à son état naturel quand elle se sent jeune en fait, mais sans s'en rendre compte. Et j'avoue que c'est un truc sur lequel le film joue magnifiquement. Cette espèce de façon de jongler entre notre héroïne qui revient à sa jeunesse sans s'en rendre compte. C'est assez beau ça, et la relation qu'on crée entre elles et le gars, sans malheureusement aller jusqu'à la concrétisation, je trouve ça vraiment dommage. C'est un des trucs que je trouve un petit peu ennuyeux, mais c'est un problème aussi avec pas mal de Ghibli. La plupart des épilogues sont pas les plus satisfaisant, je trouve sincèrement. C'est pareil hein, pour Le Château dans le ciel. Hein. J'aime beaucoup le couple central et pas mal de choses qui sont mises en place, mais ouais, l'épilogue il est balancé rapidement. C'est presque pire avec Le Château ambulant, j'ai envie de dire. Mais en dépit de ça, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette espèce de château qu'on met en place visuellement parlant, et surtout comment notre héroïne s'adapte à ce monde magique. Je pense que c'est peut-être la meilleure héroïne de Ghibli qui porte vraiment très bien son film par rapport à ce qui lui tombe dessus et comment elle y réagit. Et je pense que c'est ça qui permet de cimenter ça comme étant parmi le meilleur facilement de ce que Miyazaki a fait pour moi. Bien, nous avons ensuite le premier film, semble-t-il, du fils Miyazaki, pas Hayao mais Goro Miyazaki, qui a eu moins de bons retours et que j'ai trouvé correct, à peu près à votre niveau, moi aussi, parce que j'aime beaucoup la première moitié. Sincèrement, l'univers que vous mettez en place, c'est un univers de fantasy mais très, très sombre. Il y a ce gars qui a assassiné son père, hein, ce jeune qui a assassiné son père. On ne sait pas pourquoi, lui-même il ne le sait pas, il finira par le dire. C'est une espèce de pulsion qui lui a prise et qui se trouvera seul dans la nature. Hein, et qui tombera sur ce mage qui l'aidera un petit peu à découvrir le monde assez affreux tel qu'il est, quoi, avec la ville, ce commerce d'esclaves, ces gens qui essayent d'échapper à la dure réalité en tombant dans la drogue, ce genre de truc. Dans cette découverte de l'univers qui est magistrale, que je trouve vraiment magistrale, à partir des yeux de ce jeune garçon qui a cette espèce de personnalité à part, un peu sombre. À côté, il y a énormément de mystères super bien mis en place. Et dans le dernier tiers, ça commence à répondre aux mystères et ça devient beaucoup moins intéressant en fait. Ça devient assez plat, je vous cache pas. Sa relation centrale avec la fille qui finit par se régler un peu vite, l'espèce de méchant sorcier
on dit que c'est un mec, mais punaise quoi, vous le féminisez à fond quoi, ce mec, c'est quoi votre délire? Bref, ce sorcier qui est une sorte de cliché ambulant avec énormément de décisions, de développement qui sont dues à des réflexions stupides de nos personnages, déjà, et aussi certains rebondissements qui font un peu grossier et qui n'ont pas énormément de poids puisqu'il n'y a rien qui amène à grand chose. Il y a un rebondissement sur la fille, donc avec laquelle copine notre héros principal, à toute fin, et je me dis, ok, d'où ça sort ça? Vraiment d'où ça sort, c'est quoi le délire? Je vais pas aller dans le détail pour ceux qui voudraient découvrir ça, mais voilà, ce dernier tiers était très plat, malheureusement. Et c'est dommage parce que je trouve que vous avez su instaurer un univers, une ambiance autour de nos personnages principaux avec ça qui était très bon, mais ça, vous n'avez pas su aller jusqu'au bout dans le dernier tiers. Le dernier tiers qui reprend quasiment pas du tout pas mal de complexité de cet univers que vous avez mis en place en plus. Donc c'était un peu dommage, un peu dommage. On aurait pu faire beaucoup mieux malheureusement, mais j'ai quand même de l'estime pour les 2 premiers tiers qui sont bien faits pour moi. Ensuite, nous avons Ponyo sur la falaise, mignon. Mais pas grand chose de plus à dire, c'est mignon. Il y a cette petite fille qui a sa petite personnalité qui décide ah, tiens, je veux aller sur Terre et m'amuser avec ce garçon. Donc elle s'amuse, elle adore le jambon, c'est super. C'est mignonnet. Alors excusez-moi, par la suite, je vais dire Chihiro au lieu de Ponyo. C'est pas la première fois que je fais ce genre de confusion, j'espère que vous m'en tirez pas trop rigueur. Une fois qu'on se penche un tant soit peu sur l'histoire, énormément de choses font forcer, cette espèce de menace de la lune qui te menace de tomber, une connerie comme ça, je veux dire. C'est tellement abusé. Et il y a ce côté totalement chill, au fait, des personnages sur lesquels tombent ces choses qui honnêtement est assez présent dans pas mal de films de Miyazaki, c'est-à-dire ce côté, il arrive des tonnes de trucs assez extraordinaires et assez importants, et on fait comme si c'était cool. Genre, notre ville est totalement inondée, cool, on est sur nos bateaux, y a pas de problème, génial, on sourit. C'est quoi votre délire, les gars? Ce qui porte ce film, c'est la relation centrale entre notre garçon et Chihiro, c'est sûr. Mais une fois qu'on va au-delà de ça, l'histoire, je la trouve anecdotique, sincèrement, et si je m'y penche trop, je pense que j'aurai énormément de choses à dire. Énormément de choses à redire. Mais voilà, elle me passe vraiment comme anecdotique l'histoire, et au bout du compte, c'est vraiment la considération de Chihiro et comment elle se lie d'amitié avec ce garçon qui porte ça. Et ça suffit à en faire un film mignon qui passe, mais vous ne pas me demander de me pencher plus sur l'histoire, hein, parce que je serais beaucoup plus méchant. Arrietty, le petit monde des chapardeurs, ou les mini-pousses quand c'est seulement les japonais qui sont aux commandes. Il n'y a pas de français qui joue là-dedans. Alors ce film m'a rappelé évidemment les mini-pousses et aussi le petit monde des Borrowers. Je sais pas si vous connaissez, il est sympatoche ce film. Hein, pas les films les plus extraordinaires, mais il est sympatoche. Et à côté nous avons donc cette approche, donc déjà faite, hein, de petites créatures qui vivent dans votre grenier telles des souris, mais ce sont des petits humains. Et je trouve que c'est fait de façon plutôt originale. On va se centrer donc sur Arrietty, notre petite humaine, qui apprendra un petit peu à devenir une chapardeuse. On volera les petits trucs dans la maison des humains sans se faire pincer, parce que sinon on risque gros. En apprenant ça, elle apprend à apprécier le monde dans lequel elle est, tout en n'ayant énormément de doutes, tout en se méfiant totalement de tout ce qui est humain taille normale. Et c'est là qu'elle finira par faire la connaissance d'un petit garçon qui sera de son côté, même si elle aura beaucoup de mal à entrer dans cette relation-là. Il y a quelque chose d'un petit peu mignon dans cette amitié. Et il y a pas mal de réflexions intéressantes sur le statut des toutes petites personnes par rapport aux humains qui sont ultra nombreux. Il y a cette espèce de considération de est-ce qu'on est voué à disparaître, tout ça, et c'est assez fort à un moment donné dans les conversations qui sont mises en place, et il y a ce moment très typique où il y a la méchante personne qui découvre une de notre petite personne et qui décide d'utiliser ça à son avantage. Je trouve que c'est rendu de façon beaucoup plus sérieuse et un petit peu horrifiante que ça l'est dans d'autres cas, que ce soit les mini-pousses ou le petit monde des Borrowers. On essaye vraiment de rester léger là-dessus. Quand il y a ce moment qui arrive, je vais parler plus dans le détail, on ressent un peu l'horreur de ce que le personnage, le mini-personnage vit en fait. Et waouh, ça vous prend un peu aux tripes, ça. Je vous cache pas que ça vous prend un petit peu aux tripes. Il y a cette espèce d'horreur qu'ils subissent, qu'ils ressentent, d'avoir
à risquer quelque chose contre les géants pour eux, qui est très bien rendu et qui, je trouve, apporte un vrai plus par rapport à d'autres représentations de ce genre de configuration. Et oui, c'est un truc qui m'a bien plu. C'est un bon film, vraiment, hein, parmi le meilleur de ce que Ghibli a fait pour moi. Ensuite, La colline aux coquelicots, que je n'ai pas vu jusqu'au bout. Parce que c'est la même chose que d'habitude, on passe beaucoup trop de temps à mettre en place une situation qui est typique, basique. Voilà, ce sont des élèves de collège, ou voire des lycées, il me semble que c'est fin collège, et qui vivent leur vie, qui ont leurs petites considérations. Il y a ce mec qui veut faire en sorte qu'on ne se débarrasse pas d'un vieux dortoir, d'un vieux truc, je sais plus ce que c'est, en détail. Et tu sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire entre la fille et le mec, et il va y avoir une relation qui se nourra, mais on passe tellement de temps à mettre en place quelque chose de simple et pas particulièrement palpitant que ça te reste pas dans la tête, quoi. Peut-être, une fois de plus, si j'avais plus de temps, je prendrais le temps d'aller jusqu'au bout de ce film-là, mais pour l'instant, dans sa première demi-heure, il n'y avait pas suffisamment d'éléments accrocheurs pour que ça passe. Donc je vais me retenir d'avoir un vrai jugement, mais voilà, la première demi-heure, c'est pas le plus fort que ce que renvoie ce film. Même si, d'après ce que je vois, beaucoup de gens, ceux qui ont vu, aiment beaucoup. Ensuite, nous avons Le vent se lève, une sorte de biopic sur un ingénieur en aéronautique, aéronaval plutôt, qui décidera de partir sur sa vocation, et il adore les avions, il veut faire en sorte de pouvoir être dans ce milieu-là, même s'il est entre les deux guerres, entre la première et la seconde guerre mondiale, et donc oui, tout ce qui est ingénierie à ce niveau-là, ce sera surtout pour la guerre, même si c'est pas ce qu'il veut. Et je vous cache pas que cette partie-là, j'ai pas trouvé sans sas. Je trouve pas que c'était mauvais d'une quelconque façon, ça passait sans plus, mais voilà, sans plus. Ce côté biopic m'a pas grandement marqué. Je pense que ce qui a su quand même grandement élever ce film pour moi et le rendre satisfaisant par la suite, c'est la relation amoureuse qu'il a avec cette fille qu'il a connue, qui souffre de je ne sais plus quelle maladie difficilement curable pour l'époque. Et oui, lorsqu'on se penche sur leur relation à ces deux-là et comment elle évolue, les moments mignons entre eux, c'est super joli. J'aurais vraiment préféré qu'on se centre davantage sur ce couple, parce que au tout début, je trouve que ça va un peu vite leur relation, mais une fois que c'est ancré, c'est quand même très joli. Et une fois qu'on se centre sur les aspirations de notre héros pour l'aéronaval, ce qu'il veut faire, tout ça, je ne dis pas une seule seconde que c'est mal fait. Ça m'a pas agrippé. Une fois de plus, je trouve que c'était assez rapide dans la façon de dépeindre certains éléments de l'époque. Regardez, les nazis se soulèvent, ils commencent à montrer de plus en plus leurs dents, il faut faire gaffe. C'est rapidement montré comme ça, histoire d'eux, et on va pas beaucoup plus loin, puisque à la fin, quoi, il finit par faire l'avion dont il a envie, dont il rêvait, c'est-à-dire cet avion qui ne devrait pas servir à la guerre. C'est un peu son rêve qui se réalise. Et pourquoi, en fait? Pourquoi on le laisse faire ça? On passe un petit peu de temps à dire qu'il a dû se cacher de l'armée parce que il est mal vu, parce qu'il a fréquenté rapidement un Allemand qui était contre le régime nazi, mais rapidement, quoi, et tout de suite il est mal vu. Ça, c'est un petit peu la seule justification qu'on donne, et ok, d'accord, rapidement, il a eu 2-3 conversations avec lui, il fichait pour une raison stupide, qu'on va pas plus développer que ça. Ce genre de choses, ça aurait mérité d'être davantage développé, quoi, qu'on justifie un peu mieux ce cadre-là. Et oui, j'imagine que ça s'est fait, étant donné que c'est un biopic, et que peut-être des fois il n'y a pas des justifications très fortes à donner. Des fois ça peut être difficile à expliquer, ou tout simplement l'explication elle est trop bête, ou il n'y en a pas vraiment. Je comprends très bien, mais ça appuie une fois de plus le problème que j'ai avec les biopics. Des fois, c'est que ça manque de romanesque dans ce que ça veut raconter. Et oui, le romanesque, quand on le met dans ce film-là, une partie du temps, on le force. Quand il se fait ses rêves en parlant à un autre ingénieur en aéronautique qui se crée des avions, un italien, je me dis, ok, très bien, super, vous partagez la même passion. Je suis pas un fan d'aéronaval, personnellement, donc...
Tant mieux, hein, si c'est votre truc, hein, si vous êtes à fond dans ce genre de choses. Moi, l'aéronautique, l'aéronaval, c'est pas trop ma tasse de thé particulièrement. C'est pas un pan de l'ingénierie qui me hype totalement. J'ai rien contre, hein, mais c'est pas non plus un truc qui me... Ouh, donc, c'est ce genre de choses, lorsqu'on se penche dessus, c'est pas ma came. La relation amoureuse, c'est ce qui a pas mal élevé ce film et qui le rend bien, vraiment bien. J'ai apprécié, mais c'est juste pour dire que ça fait pas partie des plus grands films que j'ai jamais vus, parce que, non pas que c'est mal fait dans ce que ça raconte, même si ça va trop vite sur certains points, c'est surtout que ça parle d'un sujet qui n'est pas particulièrement ma came. Pour changer. Mais il est bien, hein. Allez pas croire une seule seconde que je dise que c'est un mauvais film, hein. Il est bien, hein. Il est bien illustré, bien mis en scène, et oui, la relation amoureuse rehausse le niveau de façon assez notable. Quand on voit un film fait par le studio Ghibli, il y a un style d'animation, c'est indéniable. On le reconnaît tout de suite. Sauf pour Aya et la sorcière, ou pour Mes voisins les Yamada et les contes de la princesse Kaguya. Autant Mes voisins les Yamada est un petit film sympathique, hein, c'est pas mon préféré et j'irai pas forcément me le revoir. Autant pour le conte de la princesse Kaguya, je trouve que le changement de style est très intéressant et la petite histoire tirée d'un vrai conte japonais m'a vraiment surpris. J'étais vraiment dedans pendant tout le film et je pense que c'est l'un des films que je montrerai à mes enfants parce qu'il est hyper joli, hyper mignon et moi, il m'a vraiment plu. Alors, j'aime acceptablement, il est correct ce film, même si ça promettait beaucoup plus que ça au début. On part sur un début de conte de fées avec déjà un style qui passe. Disons qu'il y a 2-3 moments lorsqu'on fait du mouvement rapide, je trouve que ça fait un peu trop dégueu dans le mouvement, cette animation un petit peu minimaliste, dira-t-on, mais une fois qu'on sort de ça, une fois qu'on est dans les mouvements plus amples, beaucoup moins rapides, ça passe très bien. Et ouais, au début c'est cool, il y a cette espèce de fille qui naît d'une pousse de bambou, c'est vraiment un truc de conte de fées, et ce couple qui l'adopte, alors que des tonnes de trucs magiques lui tombent dessus. C'est vraiment conte de fées, on justifie rien, plaf, paf, 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 et au début, c'est assez cool de voir cette fille qui grandit vite, découvrir son monde, se faire des amis, tout ça, tout ça. Et puis on en vient au côté princesse Kaguya. Parce que déjà, son nom, au départ, elle en a pas. Ses parents lui ont pas donné de nom, de prénom ou quoi que ce soit. Ils disent, ouais, tu t'appelles comme tu veux pour l'instant. Il y a juste les potes qu'elle se fait rapidement à la campagne qui l'appellent Pouce de Bambou, mais sinon, il y a personne qui lui a donné de nom apparemment, à part princesse. Et ouais, quoi, il faut attendre qu'elle ait ses règles. C'est un truc qu'on met en place. Et apparemment, quand elle a ses règles, elle finit de grandir à vitesse grand V. Elle commence à grandir à vitesse normale. C'est un truc qu'on doit accepter comme ça. Il y a beaucoup de trucs de contes de fées qui sont un peu gros au bout d'un moment. Et voilà, à partir de ce moment-là, elle doit se préparer pour trouver un mari. Donc on la rembelle, tout ça, tout ça. Et c'est après qu'il y a un mec qui dit, un spécialiste pour le don de nom, qui dit je vois, elle est tellement belle, je vais l'appeler Kaguya. Et donc elle s'appelle Kaguya comme ça. Enfin, à un moment donné, ça devient un petit peu grotesque, je trouve. C'est comme ça que ça se faisait. On avait une fille, on attendait qu'elle ait ses 13 ans ou un truc comme ça, et puis il y a un mec qui venait lui donner un nom. Ah ben dis donc, les filles nobles de l'époque avaient une vie plus merdique que ce que je pensais. Enfin bon. Tous ces détails-là, c'est juste pour dire qu'une fois qu'on se centre sur Kaguya qui a du mal avec sa vie de princesse, où elle ne peut pas être vraiment totalement elle-même, ça s'étire trop, c'est tellement évident, et ça rend son père mais tellement tête à claque. C'est vraiment un gros con qui prend pas la peine d'écouter les désirs de sa fille, qui se dit juste ça doit être une princesse, on fait comme ça quoi. Et à chaque fois qu'elle se plaint, à chaque fois qu'elle montre que c'est pas son truc, il s'en fout. Il dit juste non, il faut que ce soit une princesse, tout ça, tout ça. Et si encore ça avait été un méchant, quelqu'un de mal avisé et de discutable, non, à la fin on essaye de le rendre gentil, on essaye quand même de dire que c'était son papa et qu'il était là pour elle. Et je me dis ok, non, si ça a été un connard la moitié du film, pourquoi vous adressez pas ça plus, merde. Ce genre de choses est un petit peu saoulant, et ouais, on passe une grosse demi-heure sur une espèce de délire à la ah, vous voulez m'épouser, alors allez chercher des objets très loin dans le monde qui correspondent à ma beauté d'après vous. On passe des plombes là-dessus pour avoir, j'avoue, une chute
en plusieurs sens, qui est assez glauque, mais en dehors de ça, c'est beaucoup de moments que je trouve assez superflus, où ça s'étire pour pas grand-chose en fait, et qui n'affichent pas un récit particulièrement prenant pour moi. Alors qu'il y avait une base intéressante, la plupart des trucs magiques qu'on met en place, vers la fin on s'en fout royalement, et on part juste sur une espèce de gros délire avec... des extraterrestres qui viennent la chercher. Un peu de choses près. J'exagère un petit peu, mais la fin fait tellement que de poisson pour moi. Oui, je suis désolé de vous avoir gâché un petit peu la surprise pour ceux qui voudraient découvrir ça comme ça, mais... Je sais pas, la première moitié, cool, sincèrement cool, ça s'étire trop et ça part sur des conclusions pas satisfaisantes dans la seconde en fait. Donc, ouais, au bout du compte, c'est un peu comme les contes de Terre. Bon, à peu de choses près, c'est un peu comme ça, quoi. Début très prometteur, une très bonne mise en place, malgré quelques trucs un peu ta gueule c'est magique, forcés. Et après, bah, ça part sur des trucs qui s'étendent pas très bien et une conclusion pas satisfaisante, en fait. Et je trouve que ouais, ça manque un peu trop de consistance, ça aurait mérité un meilleur rythme. C'est le plus long, je crois qu'il dure 2h20 ce film. Punaise, on le ressent à la fin, hein, je vous jure. Ensuite, souvenir de Marnie, que je n'ai pas vu jusqu'au bout. En dépit du fait que très certainement c'est celui que j'aurais le plus envie de me rattraper un de ces quatre, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant autour du personnage central, de cette fille asociale qui a du mal à tout simplement socialiser, quoi, qui sait pas bien se comporter avec les autres, et ça la pèse un petit peu. Elle se sent vraiment tellement pas à sa place dans le monde, en fait. C'est très intéressant, ce genre de mentalité à dépeindre. Le truc, c'est qu'une fois de plus, on passe beaucoup trop de temps à mettre en place un cadre qui est pas si extraordinaire que ça, mais on prend le temps de poser ci, ça... Et une fois qu'on met en place sa relation avec Marnie, la blonde qu'elle rencontre comme ça, un peu par magie, parce qu'il y a un truc magique, il y a cette espèce de considération rapide, ce coup-ci, où on dit « Ok, on est copines, on s'est vu rapidement en rêve et on a eu 20 lignes de discussion, maintenant on est super copines. » Ah ok, c'est là que ça s'est arrêté, je me suis dit vraiment, est-ce que j'ai envie de poursuivre? C'était limite, hein, mais bon, il n'y avait plus beaucoup de temps avant les résultats et je me suis dit, ok, une autre fois. Il y a quelque chose d'intéressant autour de la mentalité de l'héroïne qu'on met en place qui peut être très bon. Donc, je pense que je me rattraperai ça un de ces quatre. Et d'après les notes, vous avez bien aimé ça, donc je me ferai une idée plus précise un de ces quatre. Ensuite, nous avons La Tortue Rouge, dont j'ai déjà parlé, un film franco-japonais, hein, c'est une coproduction. Certains ne le considèrent pas comme un Ghibli, à raison ou à tort, je ne sais pas, mais moi j'ai trouvé le film intéressant. Seulement, le parti pris de l'avoir fait sans parole pendant tout le long du film, avec une introduction qui dure beaucoup trop longtemps, ça rend vraiment le film long à voir. Je pense qu'il aurait été beaucoup mieux dans une petite série, avec des tout petits épisodes. Je pense que j'aurais beaucoup plus accroché. Parce que là, au bout d'une heure de film, j'en avais marre. Pourtant, il est magnifique, hein. Mais j'en avais marre. Je trouve que faire du muet en animation, ça peut être très bon pour appuyer, pour exacerber les sentiments, les émotions, les gestes de nos personnages, mais au bout d'un moment, ça devient lassant. Parce que le texte, le dialogue, c'est quand même quelque chose qui définit des personnages, qui aide vraiment à les situer. Lorsque c'est rapide, lorsqu'on veut montrer rapidement des personnages sur une durée courte, dans un court-métrage, ça passe nickel, c'est un effet de style qui passe très bien. Sur un film d'1h10, 1h30 plutôt, ça devient un petit peu trop lourd, c'est un peu trop pesant de ne pas faire ça. D'autant plus que, oui, il y a quand même des parenthèses dont on aurait pu se passer. À partir du moment où notre gars se met avec sa tortue, il y a certaines choses qui auraient pu être un peu raccourcies. Certains trucs qui vont un peu trop lentement pour ce qu'ils représentent pour moi. Mais j'apprécie le style, il y a beaucoup de moments forts, ne serait-ce que la première moitié qui passe très bien. Je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu, même si sur la fin, limite accéléré, peut-être. Et enfin, pour terminer, Aya et la sorcière. Aya et la sorcière. Le dernier film sorti des studios. Et le pire à ce jour pour moi.
Plusieurs youtubeurs se sont mis à en parler, mais je l'ai vu avant leur critique, et je suis totalement d'accord avec la plupart d'entre eux. Le film n'est qu'une introduction. Il n'y a aucun enjeu dans ce film, les personnages sont détestables, l'héroïne n'a aucun parcours, elle commence désagréable, elle finit encore plus désagréable. C'était quoi le but? Et au moment où on se dit que ça va commencer, ellipse, fin. Pourquoi? Ce film m'a vraiment frustré. Et ça, c'est le gros point du film, le scénario. Mais quand on parle de tout ce qu'il y a autour, l'animation, je la trouve pourrie, honnêtement. Alors autant le design, chacun ses goûts. Moi, je l'aime pas. Mais l'animation est moche. Ou alors, elle est très belle, hein. Pour un film de 2000. Pour un film de 2021, qu'est-ce que vous avez foutu? On dirait des cheveux de Playmobil, par exemple. Ça ne va pas. Pour moi, Aya et la sorcière est vraiment le pire film du studio. Je n'arrive pas à lui trouver de qualité. Donc je suis désolé, mais si vous revoyez mes autres vidéos, dites-vous bien que Aya et la sorcière, c'est tout en bas. Vraiment tout en bas. Wow, vous avez été méchant avec. Et moi-même, je trouve pas qu'il soit si génial que ça. En fait, je vais pas non plus aller jusqu'à cracher dessus parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes là-dessus, même si, oui, je peux un petit peu me plaindre de certains changements. On sent qu'il y a eu un changement artistique qui s'est produit, hein, un changement de direction, et on n'a plus de films en 2D. En tout cas, maintenant, on repart sur des films en images de synthèse, alors que c'était seulement de l'animation 2D typique jusqu'à présent pour tous les films Ghibli. Donc, on peut voir ça comme une petite trahison du studio. C'est vrai, surtout à une période, à une époque où maintenant, tous les films grand budget, des grands studios, se doivent être en 3D. Maintenant, qu'un grand studio comme Ghibli qui allait à l'encontre de ça se résigne à faire la même chose, ça peut être emmerdant. Je trouve pas que ce soit une excuse non plus pour cracher gratuitement dessus, faut pas exagérer, je trouve qu'il y a quand même d'autres choses à dire que on passe de la 2D à la 3D, ah caca, mais oui, je peux comprendre que ça puisse énerver, et oui, l'animation 3D, pour l'avoir vue, c'est pas la meilleure qui soit. Ce que ça raconte, c'est un peu le problème. Parce que ce que ça raconte, c'est une fille de sorcière, une sorcière qui dépose sa fille dans un orphelinat, et qui viendra la chercher lorsqu'elle finira de se battre contre 12 sorcières qui sont contre elle. On ne sait pas d'où ça vient, et au passage, on développera ça pas beaucoup plus. On reviendra rapidement là-dessus à la fin, mais c'est pas du tout le truc. Et on passera du temps sur cette fille qui s'appelle de base Manigance, mais qu'on a raccourci en Aya parce que Manigance, comme prénom, même en japonais, c'est pas extra. Voilà, elle portera bien son nom de départ puisque c'est une petite chippie. Et c'est un truc que j'apprécie. Cette façon de dépeindre votre héroïne, non pas comme une fille sage, bonne, etc., une chippie qui essaye de manipuler son univers pour qu'il tourne autour d'elle, pour que tout le monde lui doive quelque chose, même si on n'essaye pas non plus d'en faire une grosse connasse unique, quoi. C'est une fille qui veut qu'on lui accorde de l'attention, qui veut son importance, mais qui a quand même une attache un petit peu envers les gens autour d'elle. On essaie un petit peu d'appuyer ça. Et j'apprécie ce personnage. J'apprécie sa répartie, son cynisme et son côté manipulateur qui passe bien. Je pense qu'elle sauve pas mal le film grâce à ça. Parce que l'histoire est sans grand intérêt. Pour vous donner une idée qui parlera à tout le monde, imaginez le premier film Harry Potter. Seulement ce coup-ci, il n'y aurait pas l'école des sorciers, ce serait juste Harry Potter qui serait élevé par son oncle et sa tante qu'il prendrait de haut, et il devrait se faire à sa vie avec son oncle et sa tante et son cousin qui le maltraite un petit peu, en arrivant un petit peu à faire sa vie. C'est ça en fait. Ce sera le film, et ça se terminerait sur Hagrid qui entrerait en disant « Tu es un sorcier Harry », fin du premier film. C'est comme si on faisait ça, un peu de choses près. Et donc, voilà, on étire beaucoup de choses sur un élément qui est pas affreux en soi, mais qui casse pas la baraque en fait. J'apprécie le caractère de notre héroïne, c'est ça qui parvient un petit peu à rehausser le tout pour que ça se regarde, mais sans plus, vraiment. Et c'est dommage, je pense qu'autour d'un tel personnage, avec ce que vous mettez en place, il y a moyen de faire plus. Et ça donne vraiment l'impression que vous essayez de lancer toute une franchise, toute une saga en fait.
Parce que si c'est sur ça qu'est censé se terminer Aya et la sorcière sans qu'on en fasse plus, eh ben c'est un peu naze. Et ces 12 sorcières qui régissent tout, que sa mère essayait de fuir, c'est quoi ça? Où est-ce que ça va? Rien, on n'a rien là-dessus. Ses retrouvailles avec sa mère, comment elle pourrait assimiler ça? On nous donne rien. On nous fait un petit aperçu du passé de sa mère rapidement, mais c'est tout. On n'en fait pas des caisses. Et je sens vraiment que ça a essayé de lancer tout un univers cinématographique autour de ce personnage. Peut-être sur d'autres personnages autour de ce même univers, mais en tant que film intrinsèque, individuel, ça casse pas des briques. Peut-être que ça peut s'inscrire dans quelque chose de plus intéressant sur le long terme, mais si c'est seulement à voir comme un film en soi, et vu la réception en demi-teinte que ça a eu, je pense difficilement que ça génère une franchise particulière, quoi. Et donc, en tant que film indépendant, intrinsèque, ça casse pas la baraque. Ça se regarde sans plus, et je vous le dis clairement, la personnalité particulière, atypique de l'héroïne Aya a pas mal aidé à ce que j'aille jusqu'au bout, mais on pouvait faire bien mieux, je pense. Voilà qui conclut donc cette liste. J'espère que vous m'en voudrez pas trop d'avoir craché sur quelques-uns de vos films préférés. Je trouve pas une seule seconde que Ghibli soit un mauvais studio, à quelques rares exceptions près. Je trouve qu'ils font au moins des films corrects et j'aurai toujours beaucoup de respect pour l'ambiance et énormément de moments visuels forts qu'ils ont instaurés. Vraiment, il y a beaucoup d'idées qui sont très fortes dans une bonne partie de leurs films et je comprends très bien, sans conteste, leur popularité auprès de beaucoup de gens. C'est un studio qui mérite d'exister, qui a beaucoup de valeur, et même si j'accroche pas autant que les gens, je respecte énormément ce qu'il a apporté. Je tiens à ce que ce soit clair. C'est beau avoir craché sur le voyage de Chihiro, ça ne veut pas dire une seule seconde que je crache sur les gens qui ont adoré ça et qui trouvent que Ghibli a créé des films magnifiques. Je vous comprends, je comprends d'où ça vient. Personnellement, je trouve qu'en termes d'histoire et de personnage, ça manque de quelque chose qu'on m'a agrippé vraiment. Mais bon, je me suis déjà penché là-dessus avant, je me répète, c'est un peu le truc. Mais bon, j'espère que ce sera la dernière fois que je me pencherai en détail sur Ghibli, parce que c'est pas un studio, à part quelques films en particulier, sur lesquels j'ai envie de me pencher énormément. Je vois que ça c'est fan, je respecte totalement ça, mais c'est pas un studio qui me parle énormément. Hein, que ce soit clair. Donc, pour terminer, voyons les petits top 5 bilans avec tout d'abord le nombre de votes, qui est-ce qui a eu le plus, qui est-ce qui a eu le moins. Ceux qui en ont eu le moins, bon, c'est clairement ceux les moins connus. Souvenir goutte à goutte, je peux entendre l'océan, c'est clair et net que c'est pas des films dont j'ai entendu parler avant. Et ouais, je me suis pas penché grandement là-dessus. Aya la sorcière, c'est un film récent, j'imagine que ça peut attirer grand monde. La Tortue Rouge, je m'attendais à ce que ça ait un tout petit peu plus de votes, puisque c'est quand même franco-japonais, qu'il y ait un peu plus de chauvinisme là-dedans, mais à part ça, pas tant que ça. Et si tu tends l'oreille, une petite surprise, parce que quand même c'est un film qui me semble a fait parler un peu de lui quand même, mais bon. Ok. Ensuite, dans le top 5, les plus votés, là par contre, c'est assez évident. Hein, La Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, Mon Voisin Totoro, hein, les trucs les plus évidents. Le Tombeau des Lucioles, le seul non Miyazaki qui ne soit pas dans cette liste. C'est majoritairement des films sortis dans la première période de Ghibli, ceux dont on parle le plus. Il faut dire ce qui est, de la part même des fans de Ghibli, on les entend beaucoup plus parler de la première moitié de leur film, et pas tant que ça de la seconde moitié. C'est tout le temps Chihiro, Mononoke. C'est pas aussi souvent qu'on les entend parler des Ghibli récents, quand on y pense. Et avec la nouvelle direction que ça a pris avec Aya la sorcière, ça me surprendrait pas que ça s'empire, hein, ça me surprendrait pas. Et enfin, pour les notes, ça va se recouper un petit peu avec le nombre de votes, hein. Bon, il y a quelques petits changements, mais voilà, quand on est dans le flop 5, on a Je peux entendre l'océan, Souvenir goutte à goutte et Aya la sorcière. Là aussi, hein, c'est le même principe, hein, ces trois-là sont les moins votés et les moins bien notés. Après, nous avons donc en numéro 4 et 5 les Contes de Terre-Mère et Mes voisins les Yamada. Sachant que c'est moins bien noté par rapport aux notes générales quand même, c'est d'une note tout à fait acceptable, hein, un peu plus de 11 pour les deux.
Donc, à part 2 films, Je peux entendre l'océan, qui, de ce que j'en ai vu, a l'air assez plat et pas marquant, et Aya la sorcière, dont je vois les défauts, même si je trouve quand même qu'il est suffisamment marquant, hein, pas forcément bien. En dehors de ces deux-là, vous trouvez qu'il n'y a pas de mauvais films Ghibli. Et encore mauvais, hein, c'est pas non plus des notes faramineuses en dessous de 10, quoi. Et sinon, le top 5 qui est assez évident, le château ambulant qui dépasse de très peu le voyage de Chihiro. J'avoue que ça me surprend, je m'attendais tellement à ce que ce soit le voyage de Chihiro et Princesse Mononoke, mais le château ambulant a battu ça. Je suis un petit peu content, dans un sens, parce que c'est tellement évident, Chihiro, Mononoke, c'est toujours les premiers qu'on cite. Ah, Ghibli, leurs films sont tellement géniaux, ah, Chihiro, Mononoke, toujours ça. Donc, que ce qu'ils aient été battus par un autre de peu, ça me fait plaisir. Un tout petit peu. Après, nous avons le château dans le ciel et les contes de la princesse Kaguya. Voilà, je peux comprendre qu'on puisse être pris par l'aspect très féerique, un peu conte de fées de ce film. Personnellement, je trouve que la seconde moitié est un petit peu trop discutable pour être parmi le meilleur du meilleur. Mais je vois ce qui plaît dans ce film, vraiment. Et oui, bon, je suis content de voir que le château ambulant et le château dans le ciel sont dans le top 5, puisque ce sont mes deux préférés. Mayo, je te remercie encore une fois pour m'avoir permis de participer et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et du coup, si vous voulez voir mon avis sur les autres Ghibli, c'est sur les autres vidéos. Au début de la chaîne, n'oubliez pas, je commençais, la technique n'est pas idéale. Et je pense que je ferai peut-être une vidéo aussi. Allez, à très bientôt. Merci une fois de plus à toi, Kael. Merci à vous tous d'avoir suivi. J'espère ne pas vous avoir trop énervé avec certains de mes avis. Une fois de plus, ce ne sont que mes avis. Je vous donne rendez-vous pour une date indéterminée. Ça dépendra de Hugo une fois de plus pour le prochain sondage. À très bientôt. Bye.